Bonjour, je suis Steph et vous regardez l'épisode numéro 1 de Vous allez me dire. Dans cette chronique, nous traiterons avec légèreté de sujets dont on ne peut quasiment pas parler. Pour cela, je serai aidé par Ludo. Salut. Pour ce premier épisode, nous souhaitions commencer cool, avec un sujet un peu festif, qui nous évoque plus une légende urbaine qu'autre chose, un truc sympa. Nous commencerons donc avec les attentats du 11 septembre 2001. Bienvenue dans Vous allez me dire. Quand on a choisi ce sujet et qu'on a commencé à bosser dessus, on avait... Non, me dis pas que... Oh non. Quoi? Non, mais je crois pas. Mais quoi? Et moi qui me suis rendu compte de rien. Non mais quoi? Accouche! En fait, t'es un putain de complotiste, mec. Merde, tu crois? Comment on le sait qu'on est complotiste? Je sais pas, je suis juste curieux, je veux pouvoir parler de tout, et c'est juste... Non mais attends, tu l'as écrite avec moi cette chronique? Si je suis complotiste, tu l'es aussi du con. Est-ce qu'être complotiste, ça peut provoquer des troubles de l'érection? Quand on a choisi ce sujet et qu'on a commencé à bosser dessus, on avait clairement peur d'un truc, c'est de manquer d'éléments vraiment sérieux pour vous proposer une chronique un minimum solide. Et puis on s'est mis à approfondir, à lire, à mater plein de docs, de rapports, et là, on a commencé à halluciner. C'est impensable, on a réagi comme ça. Non, 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 les enculés. Non. On se foutrait pas un peu de notre gueule là? Il y avait tellement d'éléments que ça faisait trop. On pouvait pas vous présenter tout ça, il faudrait des heures. Non, mais on est complotiste ou pas, nous? Et puis sur le net, il y a déjà plein de docus qui le font très bien. Alors on a décidé de garder que les éléments qui font consensus, que les deux camps reconnaissent. Et déjà là, il y a sérieusement moyen de gamberger. Et les faits sont tout à fait vérifiables, et facilement. On va essayer de rigoler avec tout ça, mais les attentats du 11 septembre 2001, c'est presque 3000 morts. Alors on va commencer cette chronique par une minute de silence. Ouais, non, hein, une minute de silence, c'est carrément trop long, c'est pas possible. On se fait bellement chier. Là, on va faire autrement, parce que là, c'est bon. Pour m'occuper, j'en étais même à compter mes dents. J'en étais à 30... Non, mais on va la faire, hein, mais on va la mettre là. Voilà. Alors, résumons un petit peu cette journée du 11 septembre 2001. Au matin, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. À 8h46, le vol AA-11 frappe la tour nord du World Trade Center. À 9h03, le vol UA-175 frappe la tour sud. À 9h37, le vol AA-77 s'écrase sur le Pentagone. À 9h59, la tour sud s'effondre. À 10h03, le vol UA-93 s'écrase à côté de Shanksville, Pennsylvanie. À 10h28, la tour nord s'effondre et à 17h20, c'est la tour numéro 7 qui s'effondre. Voilà. Commençons d'abord par les attentats du World Trade Center. Après les attentats, le gouvernement américain a choisi de confier l'enquête au NIST, le National Institute of Standards and Technology. Celui-ci, qui connaît les coefficients de rigidité d'un bâtiment comme ça, sait que les tours n'ont pu s'effondrer à la suite du choc. D'ailleurs, elles ont été construites pour résister à ce type de collision. Donc le NIST a déclaré que les effondrements viennent uniquement des incendies qui ont précédé. Et là, vous allez me dire... Oh, mais oui, c'est vrai! C'est le nom de la chronique, c'est pour ça que je me disais aussi... Et tu te rappelles que t'es aussi censé jouer le public qui regarde la vidéo? Non, mais carrément. Non, c'est bon, j'y suis. Ok, ouais, pardon. Et là, vous allez me dire... Deux? Et là, vous allez me dire que le choc en lui-même a dû participer à la chute des tours. L'impact de deux Boeing de 55 mètres de long et de plus de 100 tonnes, ça doit sacrément secouer l'édifice. J'allais dire ça, moi. Non mais attends, c'était pas deux cabanes de jardin en palettes. Les bâtiments étaient capables de supporter 3 à 5 fois leur poids. Ils ont été construits pour résister à des ouragans, des tornades, des typhons, des requins. Et surtout, des avions qui atterrissent à côté de la machine à expresso. Ah ouais, j'allais dire ça, moi. Ouais. Il y a même un mec qui était à 2 étages de l'impact et qui raconte qu'il pouvait continuer à lire ses mails. Qu'aucun bibelot chelou ou qu'aucun cadre n'était tombé. Et de toute façon, le NIST le dit, hein, la chute des tours est due aux incendies. Point final, basta. Et ça pose un tout petit problème, un tout rikiki problème. C'est la première fois qu'une structure en acier s'effondre à cause du feu. D'ailleurs, on est en 2016 et c'est pas arrivé depuis. Ça fait des décennies qu'on construit des gratte-ciel en acier et ça s'était jamais produit. Pas un peu, pas rarement, jamais. Pour
Pour faire fondre des armatures en acier, il faudrait une température bien supérieure. C'est pas du kérosène, des bureaux, des tapis de souris ou l'anus artificiel d'une secrétaire de direction qui pourrait générer une température suffisante. Il y a des dizaines de cas d'incendie dans des gratte-ciel qui durent 10, 15 ou même plus de 20 heures. Et ça se casse jamais la gueule tout droit comme ça à la vitesse de la chute libre. Et là, ça a duré 1 heure pour une et 1h42 pour l'autre. Non mais c'est ouf. Voilà, c'était le premier épisode de Vous allez me dire. Mais on va continuer, détendez-vous. Mais déjà là, j'ai envie de dire, c'est bon quoi. Mais vous êtes tatillon, et j'aime ça. Alors raisonnons par l'absurde. Vous allez me dire? Alors imaginons que les avions, avec des impacts dans des endroits différents, dans des conditions différentes, aient causé les mêmes effets dans les structures porteuses, à base de gros dégâts, boum boum, c'est chaud, ça brûle. Continue. Imaginons que les tours avaient des défauts de fabrication, que malgré les ingénieurs, les coefficients de rigidité et les simulations, c'était des bordels à moitié moelle foutus, avec des matériaux foireux, des vis oubliées à droite à gauche, une poutre montée à l'envers, un chiotte mal raccordé, Windows Vista, bref, un chantier dégueulasse. Ouais. Un peu comme chez mamie quand elle a refait la véranda. Oui bon, et puis, oui. La probabilité serait super faible, je te l'accorde. Mais c'est quand même imaginable que tout s'effondre comme un château de cartes. C'est possible ou pas? Ok, et t'évaluerais à combien la probabilité d'un double scénario comme ça? Je sais pas lourd, c'est chaud, je dirais 5% peut-être. Ok. Alors accroche-toi bien à voir tes 5% voler en éclats comme l'amour-propre de Christine Boutin devant l'émission Belle toute nue. Oh, mais je sens poindre à l'horizon la présence d'un élément modificateur qui va ruiner à tout jamais mes certitudes. Et mon jeu d'acteur. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter la tour numéro 7 du World Trade Center. Oh là là, cet élément modificateur est vraiment... Quoi? Bon ok, c'est tellement ouf que je le fais vite. Bon, nous on le savait pas, mais... donc le World Trade Center, qu'on pourrait traduire par centre de commerce mondial... Pas le boulard les gars déjà. C'est le nom d'une zone qui date de 1973 et qui regroupe 7 bâtiments. On connaît tous les tours 1 et 2, les tours jumelles, qui sont tombées à cause d'un incendie, parce que oui, c'est possible, allez, arrêtez de ricaner. Mais selon la version officielle, lors des chutes, les débris des 2 tours auraient déclenché un incendie dans la tour numéro 7. Ce gigantesque incendie, ce brasier infernal de plus de 8 heures, aurait finalement suffi pour faire effondrer ce bâtiment. Et c'est pas de chat, parce que les autres bâtiments à côté, plus près même, n'ont pas brûlé. Et du coup, ils se sont pas effondrés. Et d'ailleurs, il y avait quoi d'ailleurs dans ce bâtiment 7? Alors attends. Il y avait l'IRS, le ministère de la Défense, la CIA, les services secrets, le bunker de Giuliani, l'organe de surveillance financière de Wall Street, le CEC, entre autres, avec les archives de l'affaire Enron. Ah ouais? Mais quand c'est pas ta journée aussi? Bah du coup, elle est tombée comment la cabane? Bah, comme n'importe quel bâtiment en flammes, hein. Ouais, non, je maintiens mes 5%. Messieurs, dames, dans l'histoire des gratte-ciel en acier, nous n'avons que 3 cas répertoriés de cassage de gueule tout droit, comme ça, sans résistance, pour cause d'incendie. Et ça tombe le même jour, au même endroit. Quelque part, j'ai envie de dire YOLO. Ouais, mais le NIST, il en dit quoi là? We really have a new kind of progressive collapse that we have discovered here, which is a fire-induced progressive collapse. C'est un peu comme si je me levais de ma chaise, là, que je baissais mon bénard, que je chiais sur tes godasses, et tu me dirais... T'es barré, personne ne fait ça, ça n'arrive jamais. Oui, c'est un nouveau phénomène. Nous venons de le découvrir. Ouais, ça passe. Voilà. Et des éléments comme ça, il y en a des tonnes. Hein. Alors on va enchaîner parce que ça devient sale. Oh, allez, t'es obligé de parler du coup du passeport. Non, faut qu'on enchaîne là, il y a trop de trucs à dire encore. Allez, fais pas ta poufiasse là. Bon d'accord, gourmand va. Selon certaines sources, on n'aurait pas retrouvé de débris des avions ou des passagers. Et selon d'autres sources, on aurait retrouvé quelques petits trucs, genre des bouts de carlingue, un bout de fauteuil. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a retrouvé dans une petite rue à côté d'une des tours le passeport d'un des terroristes, en parfait état. Et ça, c'est un vrai coup de chat par contre. Eh, plutôt cool, non? Non, c'est dommage, tu la racontes mal, mais c'est vrai que c'est cool. Bon, allez, intéressons-nous maintenant à l'attentat qui a frappé le Pentagone. Un résumé rapide du truc. À 9h38, un des 4 Boeing détournés vient frapper une des ailes du Pentagone sur le côté quasiment à hauteur du sol. Selon la version officielle, le pirate de l'air qui a pris les commandes a réalisé ce qu'on peut appeler une putain de manœuvre de bâtard. Le mec, Annie Hanjour, un pilote amateur qui a jamais piloté un gros avion de sa vie, il a exécuté un virage de 330 degrés à 850 km/h avant de voler à 5 mètres du sol sur presque 1 km pour aller s'encastrer dans le bâtiment. Alors que 2 semaines avant l'attentat, le mec avait effectué un petit vol sur un monomoteur ridicule et ses instructeurs en ont conclu qu'il était nul à chier.
Zéro. Même pas un pilote de tracteur-tondeuse. Et malgré tout, le mec, on lui figue un Boeing, et là, chaud pomme de terre, vas-y que je te fais un créneau, un looping, j'annonce aux passagers qu'il y a du rap de sauter de dinde. La manœuvre, elle est tellement ouf que les contrôleurs aériens qui suivaient le vol, ils pensaient que c'était un avion de chasse. Et il y a même des chiers de témoignages de pilotes expérimentés qui disent que ce serait trop chaud, mais même pour eux. Bah, ça s'explique pas, ça. Le mec, c'était sa finale de Coupe du Monde, il t'est motivé au taquet, qui t'a sacrifié autant que ça en va un peu. Non mais t'es con quoi. Bah, pourquoi? Putain, mais si tu dois défoncer un bâtiment, tu te fais pas chier à faire des acrobaties. Tu le percutes par au-dessus, et c'est 10 fois plus simple, ça fait 15 hectares le Pentagone. Tu fais plus de dégâts et plus de morts. Imagine à faire des acrobaties et à voler à ras du sol. Tu chies ton approche et tu t'encastres dans un jardiland à 300 mètres de la cible. Non mais c'est la honte. Ah oui, mais imagine que peut-être que les terroristes qui discutaient tranquillou dans le cockpit et que là, tout d'un coup, il y a un gonze qui mate par le hublot qui se rend compte qu'ils ont raté le Pentagone. Et Jeannot, tu déconnes, t'as raté la sortie. Là, Annie, il passe un coup de 4, il fait demi-tour fissa et pend dans la boutique. Mais les mecs étaient pas à la bourre. Ils avaient pas rendez-vous chez le dentiste après. Ils avaient largement le temps de faire un grand tour. Ah, bref, tu me saoules. Ah, c'est ça, quand on n'est pas prêt à faire face à des arguments de qualité aussi. Bon alors ok, imagine que le mec soit mi-cyborg, mi-humain et qu'il pilote un Boeing comme une Fiat Panda. Mais malgré tout, il n'y a pas un truc qui te choque dans cette histoire? Si. Cette histoire de sauter de dinde. Non mais dans l'attentat sur le Pentagone, putain mais... Et au rendez-vous des comptes, t'es jamais arrivé à la bourre toi? Je sais pas moi. Bon je t'aide. Quand un avion se dirige tout droit vers le centre névralgique d'un état, qu'est-ce qu'on fait? Genre le Pentagone. Imagine, un avion détourné se dirige tout droit vers l'Elysée. C'est quoi la procédure? On annule Paris-Plage. Exactement. Mais non! Et on envoie les avions de chasse pour l'intercepter. Oh là là, tout ce cinéma pour en arriver là, elle va être beaucoup trop longue cette vidéo. Le Pentagone se situe sur une zone qui s'appelle la zone P56, qui est une des zones les plus protégées, les plus surveillées du monde. Un avion se balade pas comme ça sans raison, c'est forbidden. Et d'ailleurs, le Pentagone dispose de ses propres batteries anti-aériennes. Non mais quitte à faire long, t'aurais dû accepter mon idée de faire une introduction où je joue l'hymne américain au ukulélé. L'avion est détourné depuis plus de 40 minutes, c'est largement suffisant pour que la cavalerie déboule et dégomme le bordel. Hein. Bah là non. Et c'est le même délire avec les 3 autres avions qui sont détournés le même jour. Et le plus fou, c'est que la même année, il y a eu 67 décollages de chasseurs pour des avions qui répondaient pas, ou qui signalaient pas leur identité, ou qui avaient oublié leur contrôle technique. Bref, toute l'année c'est nickel, et le jour où ça pète, tout le monde est hors tété. Enfin, plus précisément, l'Air Force a dit que c'est parce que ce jour-là, il y avait des exercices, et que les pilotes s'entraînaient à faire des trucs de pilote, quoi. Quant aux batteries antiaériennes, mystère. Et là, vous allez me dire... Bon allez, mais là ta vidéo qu'on mate ça. Zou! Voilà, c'est clair. On voit bien ce qui s'est passé, c'est pas la peine non plus de chercher. C'est cradingue. On voit rien du tout, on dirait que c'est toi qui filmes. Bah ouais. Mais y a pas d'autres vidéos? Bah non. Attends, c'est une blague? Bah ouais. Autour du Pentagone, c'est truffé de caméras. Il y en a plus que dans les locaux de Live Jasmine. Et ben selon le gouvernement américain, c'est le seul enregistrement exploitable sur les 88 capturés. Et puis comme la CIA a réquisitionné tous les enregistrements des entreprises des alentours, juste après l'attentat, on n'en verra pas plus. Franchement, qu'est-ce qu'il foutait le responsable de la surveillance vidéo? Eh ben il buvait un kawa. Avec le responsable des batteries anti-aériennes. Logiquement, on aurait dû absolument tout voir. Les pilotes qui font la teuf, au fond de cette boîte. les gens qui font coucou au hublot, l'hôtesse de l'air qui donne les dernières recommandations en cas de crash. Et puis quand même, cette résolution et cette durée. Au pays d'Hollywood, on serait quand même en droit d'espérer du grand spectacle. Et imaginez que ça devienne une mode. Non, tout ça n'est pas sérieux, les copains. Enfin. Bon allez, passons à l'épisode Shanksville. Alors voilà, le 4e avion détourné se dirigeait vers Washington. Les passagers se seraient rebellés et auraient pris d'assaut les terroristes qui auraient décidé de faire écraser l'avion en pleine pampa. D'ailleurs, petite parenthèse, détourner 4 avions avec juste des cutters. Je veux dire, sur les centaines de passagers, il devait bien y avoir un putain de prof de karaté ou un ancien militaire un peu rustique qui n'est pas effrayé par un cutter. Je sais pas, mais pour sauver ma vie et celle de ma famille, je suis prêt à me faire un peu taillader la gueule, mais quitte à ressembler à Ribéry. Ouais, non, je préfère peut-être crever. Un truc rigolo avec ce crash, c'est la réaction des gens du bled qui sont arrivés les premiers sur les lieux. Tous disent, il est où l'avion? Il est où le Manu? Ça, c'est la photo du crash, et franchement, à part un trou béant, on se demande où sont les débris. Eh ben, selon la version officielle, ils sont sous la terre.
plus de 100 tonnes de débris qui se seraient auto-enterrés après l'impact. Oh la merde pour retrouver sa carte de parking. Il y a même un médecin qui s'est pointé, qui a déclaré après « Je n'ai vu aucune goutte de sang ». Alors nous, comme on est des garçons consciencieux, on a été voir sur Google plein de photos de crash pour voir s'il y en a du sang. Faut pas le faire. Jamais. Le faites pas. Non, moi j'ai bien aimé. J'en ai même gardé une en fond d'écran. Mais revenons sur les avions pendant qu'ils étaient encore en vol. Les passagers ne sont pas restés à la cool pendant les détournements. Ils ont passé des coups de fil. Certains avec le téléphone de bord et d'autres avec leur propre téléphone portable. C'est sûr que c'était pas le moment de faire son radin avec le forfait. Mais ça pose encore un tout rikiki problème. Encore? Ouais. À cette époque, c'était pas possible d'appeler avec des téléphones portables à cette altitude et à cette vitesse. Maintenant, j'en sais rien, mais à l'époque, c'est sûr que c'était pas possible. La boulette. Et ouais. Et quand la CA s'en est rendu compte, elle a modifié son rapport en enlevant les sources des appels. Mais c'est trop tard. Les gens avaient déjà témoigné publiquement qu'ils avaient été contactés par des portables. À l'époque, ça s'affichait déjà, le numéro qui t'appelle. Ah ouais, mais là, ça fait pas sérieux. Ah bah là, non. C'est du boulot de stagiaire, minimum. Dans tous ces appels, il y a plein de trucs hyper chelous, mais nous, on en a gardé deux qu'on trouve hyper cool. Le premier, c'est un mec qui appelle sa mère et qui s'appelle Mark Bingham. Je vous la fais, ça donne ça, grosso merdo. Maman, c'est Mark Bingham. Je suis dans un avion détourné. Tu me crois, hein, dit. Tu me crois? Personne ne demande à un proche s'il le croit quand il est dans une situation désespérée. Enfin, c'est quand même censé s'entendre à sa voix, non? À moins que ce soit un mec qui faisait régulièrement la blague à sa mère de « je vais mourir ». Bon, là, d'accord. Et puis donner son nom de famille à sa mère quand tu l'appelles. Peut-être que c'était un mec qui était en profonde recherche d'identité et qui a profité de cet appel téléphonique avec sa mère pour statuer sur son nom, je sais pas. Le deuxième appel qu'on a retenu, c'est celui de l'hôtesse de l'air Sissy Lies. On a l'enregistrement parce qu'elle a laissé un message sur le répondeur de son mari. On vous a passé tout le début où elle explique la situation. On vous met juste la fin. Écoutez. On vous la remet. Alors, c'est ouf ou pas? Ah ouais, il y a un truc. Un peu qu'il y a un truc. Ah ouais. Mais carrément. Et il y a moyen de faire quelque chose là. Quoi? Il y a moyen de faire quoi là? Non mais t'as compris ce qu'elle dit ou pas? Fallait comprendre un truc là. Ah bah c'est difficile d'entendre autre chose que It's a frame. C'est un piège. Ah ouais, mais s'il faut comprendre des trucs aussi... Il y a encore tellement d'éléments complètement dingos, mais c'était pas le but de vous faire un exposé définitif. Parce qu'en fait tout ça, c'est un peu une excuse. Parce qu'en fait, ces attentats, on peut le dire. Hein. Ah mais carrément. Voilà, disons que pour nous, en fait, ouais. Ouais, voilà, disons que... En fait, on s'en branle. On s'en branle même carrément, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On s'en tapote la nouille. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est pas la cause ou la vérité, non, c'est la réaction de la société. Je veux dire, tout ça est hyper triste, mais ça a plus de 15 ans. Donc il faut sérieusement se détendre avec tout ça. Hein. Les pros comme les antis. Allez voir n'importe quelle vidéo YouTube qui traite de sujets, non mais les gens s'insultent de tous les noms. Eh, calmos les copinous. Hein. Personne sur Terre ne change d'avis en lisant des commentaires. Essayons plutôt de voir comment nous réagissons collectivement. Je dirais globalement en matant des vidéos de chatons à la con. On peut distinguer clairement deux camps. Alors, d'un côté, il y a ceux qui pensent que toute cette affaire n'est qu'un vaste coup monté pour permettre notamment à l'oncle Sam d'acquérir une légitimité militaire sur le théâtre extérieur. Alors, dans ce camp-là, il y a un grand maelstrom de positionnement qui va de la manipulation isolée à l'ordre mondial, omniscient et omnipotent, qui dirige tout, qui manipule tout jusqu'à la température qui fera au mois de novembre. C'est un peu le bordel, c'est souvent farfelu, ça brasse de tout. Bref, bon, ça c'est le camp de ceux qui doutent. Attends, nous, on est dans ce camp. Mais de l'autre côté, il y a un argumentaire qui revient en permanence. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que je veux dire, il y a un truc qui nous gêne. Bon, sur cette affaire du 11 septembre, peut-être qu'on s'est complètement planté, et que même si ça sent la merde, ça s'est effectivement passé comme on nous le dit. C'est possible. Ah bah tu vois que tu viens finalement à mes 5%. L'argumentaire qui revient le plus souvent, bah, c'est celui-là. Un enfoiré de complotistes, avec vos reptiliens, vos Illuminati, vos socialistes. Voilà, parfait. Arrêtons-nous là-dessus. Complotiste, reptilien, Illuminati. Alors complotiste, on y revient juste après.
Par contre, moi, c'est reptilien. J'ai rien compris. C'est quoi ce truc-là? Alors voilà, ce serait une espèce intra- ou extraterrestre, hautement avancée, et qui serait l'évolution non pas d'une espèce de type simiesque, mais d'une reptilienne. En plus que de gérer les gouvernements sous-mains, il protégerait nos chefs d'État et aurait des pouvoirs télépathiques quasiment infinis. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouais, t'as raison, c'est bidon. Bon, maintenant, pour les Illuminati, moi, je dis non. Ça va bien 5 minutes. Je veux dire, quand on a un nom qui claque comme ça, on le donne pas à un méchant. Illuminati, non mais ça claque comme nom. C'est dommage de le donner à un méchant. Un méchant, on l'appelle Jean-Michel ou Youssouf et terminé. Ah, parce qu'on est raciste en plus. Maintenant, venons-en au complotisme, ou conspirationnisme, si vous préférez. Parce que nous, cette notion, on la comprend pas. Ouais, non, on comprend pas l'intérêt qu'on lui donne, plutôt. Voilà. Non, même mieux, on comprend pas l'importance de lui donner tant d'intérêt. Bah, on s'en fout, on l'est pas. Ah bah si, en fait. Oh, je sais plus. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'on s'en fout. La société en fait des caisses, mais au final, ça veut pas dire grand-chose. Allez, 4 arguments pour que vous nous compreniez mieux. D'abord, dans une société, quand le mot devient plus effrayant que le concept qu'il représente, c'est signe de danger. Ou plutôt de limitation de la liberté d'expression, donc danger. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si vous... Tu captes l'idée ou pas, toi? Selon Barthes ou Wittgenstein, le langage est ce par quoi nous extériorisons nos pensées, et plus encore, ce par quoi nous les bâtissons. Nous sommes donc enfermés dans des sens induits, non intellectualisés en tant que tels, mais contenus dans des concepts que nous imaginons limpides, mais qui se révèlent en réalité des chevaux de Troie implacables. Le complotisme, en ce sens, charge avec lui le déraisonnable, le pathétique, la folie pour faire simple. Et quoi de plus définitif que d'avancer l'impossibilité de débattre avec un fou? C'est toi qui écris ça? Non, je l'ai pas écrit, je l'ai fait à l'ordi. Et puis de toute façon, je suis complotiste. Vous êtes complotiste, mais tu es complotiste. Ah, bah je me disais bien aussi. J'ai essayé d'expliquer à ma femme, mais c'est pas un problème de désir. Je veux dire, c'est dans la nature de l'homme de comploter. Même si c'est pas dans les mêmes proportions et que ça génère pas les mêmes incidences, nous complotons tous au quotidien. Quand vous cachez des choses à votre femme pour son anniversaire, bah vous complotez. Dans le sport, quand vous faites partie d'une équipe et que vous préparez un truc contre l'équipe adverse, bah vous complotez. Et dans le monde du travail ou dans l'entreprise, mais dites pas que c'est tout rose. On connaît tous un mec qui a fait un truc dégueu pour prendre du grade. Et les boîtes entre elles, l'espionnage industriel, les négociations secrètes de contrats. La bouffe anglaise. C'est triste, mais ça fait partie de nous, les copains. Comme la rancœur, la haine, la jalousie. La blénorragie. Et de là à penser que les décideurs politiques sont aussi des êtres humains. Pour Manuel Valls, je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Parce que déjà, l'orientation des oreilles... Et puis il y a un truc qu'il faudrait pas oublier. N'importe quel historien un peu sérieux vous confirmera que l'histoire d'une nation s'écrit aussi au travers de ses complots, ses organisations secrètes, ses pactes cachés, ses alliances discrètes. Si on prend la France, par exemple, et sans remonter trop loin, le Rainbow Warrior, ou les Paillotes en Corse, par exemple. Bon, ok, c'est des exemples qui font un peu petit sgeg. Mais si on parle de la politique extérieure française, on en reparlera dans une autre vidéo, mais nos armées, elles interviennent plutôt là où il y a des matières premières, ou des dirigeants à faire taire. Je veux dire, si on veut intervenir pour les peuples, on serait plus utile en Érythrée peut-être ou en Corée du Nord. À Béziers. Pourtant, on nous vend quotidiennement que la France intervient militairement à l'étranger pour les libertés. D'ailleurs, pour en revenir à nos chers sacs à mer, nos chers dirigeants, il y a un truc qui est rigolo. Si on sort des reptiliens, des extraterrestres, la majorité des complotistes, ils disent quoi? Une minorité de grands capitalistes dirige le monde en secret. Ok. Et qui c'est qui disait ça en France dès les années 60? Les jeunesses trotskistes. Et qui c'est qu'il y avait dans les jeunesses trotskistes ou apparentées? Oh les salauds! Bref, comprenez bien que la notion de complotisme veut absolument plus rien dire. Parce que ça réunit trop de trucs. Est-ce qu'on peut penser que les États-Unis ont organisé les attentats du 11 septembre sans penser que les hommes d'État sont des reptiliens? Encore une fois, pour Manuel Valls, c'est chaud. Non mais regarde les oreilles. Est-ce qu'on peut penser que les grands groupes rachètent les masses médias à perte pour manipuler l'opinion, sans penser que la reine d'Angleterre a 2 anus et qu'elle vient de Proxima du Centaure? Comme le concept regroupe tout et son contraire, il s'est vidé de son sens. C'est juste un moyen de tout mettre dans le même sac, mettre un couvercle dessus. Silence. Je veux dire, le mec qui a un ongle incarné et qui pense que c'est de la faute de Obama, c'est pas un complotiste. C'est un paranoïaque profond. Et un connard aussi. Voilà. Quand on dit ce que je viens de dire, on nous répond toujours la même chose. Vous allez me dire... Traiter du 11 septembre comme ça, mais vous êtes fous. C'est à cause de trucs comme ça que les gamins pètent les plombs et partent faire le djihad. Ok. Argument classique.
Donc pour répondre à cet argument, nous vous proposons une petite expérience pratique. Ah ouais, nous on l'a fait, trop cool. Vous observez autour de chez vous et vous cherchez le voisin le plus classique qui soit. Vous voyez, celui qui sort toujours son clébard et qui vous dit « fait pas chaud ce matin ». Ou « oh la pluie, il y en a marre ». Celui-là, il est parfait. Vous l'observez attentivement et vous cherchez un moment où il n'y a personne autour. Vous vous approchez discrètement et là, vous lui claquez la gueule. Mais allez-y franchement, faut envoyer jusqu'à ce qu'il tombe. Après, on peut aussi utiliser une pelle. Bon ben c'est si on a le matos. Allez pas en acheter une pour ça. Une fois qu'il est assommé, vous le traînez jusqu'à chez vous et vous le séquestrez dans votre cave ou votre grenier. Mais moi j'ai pas. Alors j'ai mis dans la cuisine mes petits conseils. Pas devant le micro-ondes. Parce qu'avec la porte, c'est chiant. Vous le ligotez sur une chaise et vous le serrez bien pour pas qu'il puisse se barrer. Parce qu'il y a une probabilité que si c'est un mec qui n'aime pas les expériences, il essaie de foutre le camp. Ensuite, il va falloir essayer de se rappeler de ses cours de chimie. Parce qu'il va falloir préparer une petite mixture à lui administrer directement en intraveineuse. Le but, c'est de le tenir éveillé pendant, je dirais, une trentaine d'heures minimum. Alors de mon côté, moi j'ai fait café, Red Bull et vinaigre de vin. Lait de coco, Ricard et concentré d'artichaut. Une fois qu'il est bien boosté, vous pouvez mettre un écran devant lui. Et là, il va falloir lui balancer les pires vidéos de complotisme que vous trouvez. Allez-y, hein, lâchez-vous. Hein. Du 11 septembre, du chemtrail, du reptilien, de l'ordre mondial. Toutes les vidéos qui commencent par la vérité est sûre ou le complot enfin révélé. Il va falloir lui préparer un mix de 30 heures de vidéos quand même. Et un Star Wars. Quoi? Un Star Wars? Non mais je voulais me mater un vieux Star Wars, l'épisode 4, et puis il était devant l'écran, donc on l'a maté ensemble. Mais il a pas accroché, pas dans l'ambiance. Maintenant qu'il vient de passer 30 heures à regarder des vidéos complotistes, vous allez pouvoir songer à le relâcher dans son habitat naturel. Mais attention, il y a un risque qu'il soit agressif. Donc relâchez-le de loin et allez vous cacher. Ou alors faut lui remettre un coup de pelle. Encore une fois, faut avoir le matos. Alors je vous cache pas qu'après ça, le voisinage risque d'être un peu froid. C'est un risque. Non, la fête des voisins, faut oublier là. Maintenant, il va falloir passer en mode observation. Il va falloir attentivement observer comment votre voisin va évoluer. Outre le fait qu'il va sûrement acheter un fusil, il va falloir voir s'il part faire le djihad. Eh ben dans mon cas, il n'est pas parti. Eh ben moi non plus. Même après son séjour en hôpital psychiatrique. Voilà, vous avez compris que c'est une connerie tout ça, qu'il est hors de question de violenter quelqu'un ou de le priver de ses libertés. Attends, mais fallait pas la faire l'expérience? Il est con. Attends, tu l'as pas fait. Non. Comprenez bien que les mômes qui partent faire le djihad et qui portent une souffrance à un moment de leur histoire, il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'ils ont pu entendre ou voir. Il faut s'inquiéter de ce qu'ils ont pu dire. Toute l'énergie qui est mise pour mettre en garde les gens sur ce qu'ils ne doivent pas voir est contre-productive. Pour que chacun puisse trouver sa place en société, quand c'est compliqué de la trouver dans sa famille ou dans son histoire, il faut libérer la parole et surtout pas la contraindre. Non mais je compte 34 dedans. C'est possible ou pas?